les routes de la soie. Oui. Mais en Afrique, il y a la partie continentale qui part de Dakar jusqu'à Djibouti. Il y a une partie maritime aussi qui descend, qui va jusqu'au Cap, qui contourne, qui remonte par le canal du Mozambique et qui arrive à Djibouti. Et qui a en face son chemin de contournement. Parce que le détroit de Malacca, qui peut être fermé, la Chine veut être indépendante de cela. Donc, vous avez Chabahar en Iran, vous avez Gwadar au Pakistan, et vous avez des routes qui montent vers le Xinjiang. C'est pour ça que quand le Xinjiang bouge, ou quand un pays d'Afrique, d'Asie centrale comme le Kazakhstan et autres bouge, la Chine ne reste pas tranquille. La Russie ne reste pas tranquille. Vous avez vu ce qui s'est passé au Kazakhstan. Mais parce qu'il y a des logiques d'une compétition qui nous dépasse, mais pour lesquelles nous sommes des pions. D'accord. Donc, cette route-là, elle peut servir à la Chine pour son marché, elle peut servir à la Chine pour acheter des matières premières, elle peut servir à beaucoup de choses pour la Chine. Mais cette route, c'est de bonne guerre de la bloquer. Okay. Et c'est aussi de bonne guerre de la défendre. Donc c'est pour ça, moi, en tout cas, par déformation, dès que je vois quelque chose, je dis, OK, posons de côté le temps événementiel, l'immédiat, l'émotion et tout ça. Essayons de trouver dans le temps conjoncturel, voire dans le temps structurel de l'histoire, le temps long de l'histoire dont parlait Brodel, pour voir à qui profitent certains crimes. Quand il y a un coup d'État, je commence par observer. Forcément. Mais si ce coup d'État change certaines situations de rente dans les exploitations minières et autres, je ne peux plus m'empêcher de regarder du côté d'une grande puissance pour savoir laquelle est intéressée. Alors Barka, si véritablement, et par rapport justement à cette déréglementation institutionnelle, au-delà de ce constat, aujourd'hui, concrètement, par rapport à des pays voisins, le Mali, la Guinée et aujourd'hui la Guinée-Bissau, quel devrait être le comportement justement du Sénégal si l'on sait que le président Macky Sall a joué un rôle prépondérant avec l'accession au pouvoir du président gambien. Les forces de l'économique sont toujours dans ces pays-là. Aujourd'hui, quel devrait être le véritable comportement justement du Sénégal pour pouvoir en tout cas anticiper sur une situation d'insécurité qui pourrait être beaucoup plus galopante. Tout en respectant la souveraineté de ses voisins, parce que aussi on a une tradition avec certains de nos voisins. La Guinée-Bissau, il y a eu l'intervention lors de l'opération Gabou qui a laissé quelques plaies, quelques blessures entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, mais c'est résorbé très largement. Mais il y a encore des forces très hostiles à la présence sénégalaise ou à ce qu'on considère comme une sorte de volonté d'hégémonie du Sénégal. Par rapport à la Gambie, entre le grand frère et le petit frère, il y a une partie de l'élite gambienne qui nous voit comme des envahisseurs, malgré le fait que quand ils ont des problèmes, on oublie l'antagonisme, on demande au grand frère de venir au secours du petit frère. Bref, il y a énormément de choses qui font que le Sénégal doit agir avec beaucoup de tact. Mais même si le Sénégal agit avec tact, il doit toujours gérer ses intérêts stratégiques. Avoir des relations de bon voisinage n'empêche pas d'avoir un leadership affirmé. Parce que parfois, le besoin et le souci de ne pas heurter les voisins fait que on ne prend pas souvent des mesures fortes. On y va avec le dos de la cuillère, alors que parfois il y a le feu un peu partout. Je pense que le Sénégal doit avoir un leadership beaucoup plus affirmé, et même sur le plan sécuritaire. Moi, j'ai toujours été étonné par un fait que les ambassades les plus prestigieuses soient considérées comme celles de New York ou celles de Paris. Je suis d'accord, c'est des pays importants. Mais pour moi, pour le Sénégal, l'ambassadeur numéro 1, le plus important, c'est Banjul. C'est Banjul, c'est Bissau, c'est Nouakchott, c'est Bamako. Où on doit donner énormément de moyens aux diplomates chevronnés qui y sont. Ceux qui sont là-bas, c'est de très bons diplomates. Et je suis content qu'on ait relevé les indices, qu'on ait relevé les indemnités. Mais pendant longtemps, moi, ça m'a semblé être une aberration que, par exemple, il n'y ait plus un lycée sénégalais à Banjul, qu'il n'y ait pas un lycée sénégalais à Bissau, parce qu'un pays, c'est un soft power. Si on a un lycée à Bissau, même si c'est un pays où les gens parlent créole dans la rue ou portugais, mais qu'on arrive à former l'élite
la future élite de ce qui sera l'armée bissau-guinéenne, les diplomates, etc. Ça, c'est une volonté d'anticipation et c'est à notre portée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déperditions dans des ambassades de luxe qui ne nous servent pas à grand-chose, alors que par tropisme, on ignore nos voisins si on ne les snobe même pas parfois. Alors que c'est une question. Pendant longtemps, être affecté à Bissau a été considéré par certains comme une sanction. Ça, c'est une aberration. Et c'est des choses qu'il faut corriger et il faut changer le mindset et de nos diplomates et de certains de nos dirigeants, à savoir que les choses se passent d'abord à Banjul, Conakry, Bissau. Non seulement on doit faire preuve de leadership là-bas, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, mais d'abord sur le plan économique. Ça doit être les débouchés naturels de certains de nos capitaines d'industrie. Quand le président va en voyage à Bissau, il doit amener là-bas les meilleurs hommes d'affaires du pays ou les capitaines d'industrie. On doit aller prendre des marchés. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé il y a 3 ou 4 ans de cela. Le roi du Maroc est venu à Bissau où il a passé près de 2 semaines avec l'essentiel de son patronat. Mais comment le roi du Maroc peut avoir cette vision, cette anticipation, qui fera que dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être qu'ils vont prendre le port, ils vont prendre les banques, et nous, ça nous file sous le nez, alors que c'est notre débouché naturel. Donc il y a énormément de choses qui font que, quand on s'intéresse un peu dans ce qui se passe dans la sous-région, il y a énormément de déperditions. On doit changer, je le pense très modestement, repenser notre logiciel avec nos voisins. Il ne s'agit pas que d'une question sécuritaire, mais il s'agit aussi d'une question d'opportunité économique. Alors, est-ce que les autorités en place ont suffisamment de recul? Je ne pourrais pas avoir la prétention de leur donner des leçons. Très loin de moi cette idée. Mais il y a certaines aberrations que moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, comment également comprendre, Barka, cette hostilité de plus en plus grandissante quand on voit aujourd'hui les mouvements de foule au Mali, au Burkina, justement, contre ceux-là qui sont les présidents le président en exercice de la CEDEAO, pour ne pas dire ses pairs de la CEDEAO. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un sentiment de nationalisme qui aujourd'hui est en train d'envahir justement le peuple de la CEDEAO? C'est un tournant, on vit un tournant et c'est pour ça qu'il faut analyser ça très froidement et avec la raison et non avec le cœur. La présence militaire française gêne et à juste titre vu le passé très très chargé de la France. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une analyse nuancée si on ne commence pas d'abord par se dire qu'on n'est pas pro-français. Moi, je ne suis absolument pas pro-français. Aucun de mes écrits de ces 20 dernières années n'atteste une quelconque préférence française. Au contraire, moi, j'ai eu la petite chance d'inviter, quand j'étais directeur de l'information de la TFM, une dame en prime time qui s'appelle Armelle Mabon, qui a fait un travail extraordinaire contre l'état-major français et les élites françaises. C'est cette dame-là qui travaille toute seule, qui se bat contre les militaires français pour donner le vrai chiffre du massacre de Thiaroye. Je ne me suis pas contenté de cela. Je suis allé à Diakhao voir Biram Senghor, qui vit là-bas encore, dont le père Mbap Senghor fait partie des fusillés de Thiaroye. Donc sur ce plan-là, moi je pense que j'ai aucune leçon à recevoir de ceux qui se proclament anti-français, etc. Je n'ai pas attendu cette vague-là pour moi essayer de rétablir avec les moyens modestes que j'ai, essayer de faire le procès de la France. Maintenant, cela dit, dire que tous les malheurs qui nous arrivent proviennent de la France, c'est une politique de courte vue et c'est ce que j'ai appelé sur un autre plateau une analyse de grand place. Il y a une vague populiste qui est le fruit, du désespoir des populations face à la violence djihadiste qu'on peut comprendre. Les États sahéliens, c'était des États très très faibles. Il a fallu qu'il y ait cette vague de djihadistes là pour montrer leur vulnérabilité parce que c'était d'abord des économies, des États sous perfusion. Cela, je peux le comprendre, que ce soit un sentiment de désespoir qui fait qu'on cherche un bouc émissaire et qu'on ramène tout à la France. Mais il faut faire attention à ce populisme-là parce qu'il peut être aussi construit par des gens, des activistes qui savent ce qu'ils font, qui sont parfois stipendiés, qui parce qu'ils portent un béret avec une étoile se prennent tous pour des Che Guevara, alors que c'est des révolutionnaires de salon qui sont sur les réseaux sociaux à insulter tout le monde. Il faut résister à cette sorte de terreur médiatique-là et analyser froidement. La CEDEAO,
a une tare congénitale. La tare congénitale de la CEDEAO, c'est qu'elle ne prévient pas en amont certains coups d'État constitutionnels. Et ça, il faut corriger ça. Et c'est normal. Quand la CEDEAO n'arrive pas à faire fonctionner son mécanisme qu'on appelle le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie, qui doit refuser les changements constitutionnels de régime, quand la CEDEAO n'appuie pas fortement sur ça, les populations ont bon droit de dire que pourquoi la CEDEAO n'attend que quand il y a des coups d'État pour réagir. Mais cela dit, pour moi, il faut faire la distinction, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut réformer la CEDEAO, il faut que la CEDEAO ait une meilleure politique préventive et une meilleure communication vis-à-vis des populations, parce que manifestement, elle est rejetée par une bonne partie de l'opinion publique. Mais la CEDEAO, aussi imparfaite, aussi impuissante qu'elle est, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est la CEDEAO qui a permis, avec l'ECOMOG, de sauver le Libéria d'une guerre civile atroce. C'est la